Bonjour et bienvenue sur le podcast de la question noire. Dans ce programme, nous vous proposerons des conversations à bâton rompu et généralement sans filtre. Nous y aborderons des sujets politiques concernant les Noirs issus des communautés d'Afrique continentale et diasporique. Les membres de l'équipe éditoriale orienteront leurs échanges autour d'idées reçues, de mythes ou de préjugés répandus. Et cela dans le but de participer à la formulation d'un point de vue politique afrocentré à la radicalité assumée. La question noire, le podcast. Pour cet épisode, la conversation sera animée par Sadio, Amel, Norman Ajari, Claude, Massala, Ikosi. Depuis mars 2020, le monde vit au rythme de la crise du Covid-19, des reprises épidémiques et de l'apparition de nouveaux variants. La santé est redevenue une préoccupation politique majeure pour les gouvernants comme pour les gouvernés. La pandémie du Covid-19 a aussi mis en lumière un ensemble de phénomènes révélateurs de la place des populations noires diasporiques dans les sociétés qu'elles habitent, mais aussi des relations qu'entretiennent les pays du monde avec les pays africains noirs et leurs populations. On peut citer notamment l'exploitation accrue, mais peu médiatisée, des travailleurs noirs qui constituent une proportion importante des employés des secteurs dits essentiels. Leur surexposition au virus, la difficulté d'accès au traitement et la surmentalité chez nos communautés. On a également constaté les fantasmes qu'a pu susciter la faible pénétration du virus en Afrique, étant donné que pour l'Observatoire nord-africain, dans la culture occidentale négrophobe, l'Afrique est le territoire du pire des épidémies, le lieu où tout phénomène mortel est censé être aggravé. La défiance des communautés africaines vis-à-vis des politiques publiques de santé est la conséquence d'au moins 4 siècles de médecine moderne occidentale négrophobe, dont la mémoire est toujours vive chez les Africains du continent et de la diaspora. Dans cette émission, nous allons essayer d'explorer ces thèmes, de revisiter cet épisode récent et d'ailleurs inachevé d'un point de vue communautaire afro-diasporique, et ce, à l'aune de l'histoire des relations qu'ont entretenues les populations africaines du continent et de sa diaspora à la médecine moderne occidentale. Compte tenu du sujet, il a été difficile de s'en tenir à la limite habituelle d'environ 1 heure de conversation. Nous vous en présentons donc la première partie, à la fin de laquelle fera suite un bref annexe dont vous avez peut-être l'habitude, le mot de la fin. La crise sanitaire a provoqué des réactions rapides, tant de la part des États que de celles des populations. Après bientôt 2 ans de pandémie, comment peut-on lire ou relire cette période d'un point de vue afrocentré, ou du moins afro-communautaire ? Quel regard portons-nous sur le développement de cette crise et ses conséquences directes et indirectes sur nos communautés ? Rapide, déjà selon qui et selon quel état et pour quelle population, parce que si on a eu très vite des données qui sont remontées durant l'année 2020 sur le Covid, pour les populations noires, ça a mis un peu plus de temps à remonter et selon les pays, c'est passé de quelques semaines à quelques mois. Je pense à la France notamment, qui est bien en retard sur les chiffres de surmortalité pour les populations immigrées noires. Après, c'est difficile d'avoir une analyse afrocentrée sur un virus qui s'exprime de façon eurocentrée, dans le sens où le virus a principalement circulé via les populations occidentales, ou en tout cas des pays dits développés, et l'Afrique étant à la fois au cœur de l'extraction de ressources, mais à la marge, à la périphérie des réseaux marchands. L'Afrique a été touchée beaucoup moins rapidement et beaucoup moins violemment que l'Europe. La raison même pour laquelle cette pandémie a été décrétée mondiale, c'est parce qu'elle a touché ceux qui constituent le monde de plein fouet, et pas ceux qui en ont été exclus. Parce que en Afrique, il y a plus de 50 pays. Quand une épidémie touche une grosse partie des pays africains, elle n'est pas considérée mondiale. Ça donne à penser à la place de l'Afrique dans le monde, ou même si elle en fait partie. Non mais c'est vrai qu'au début, moi je me souviens au tout début, on constatait quand même que l'Afrique semblait moins touchée que les autres pays. On s'en réjouissait un peu secrètement, mais c'était quand même lent, c'est ça. C'est bien, on arrive à répondre quand même de façon efficace. Le virus circulement, on se l'expliquait difficilement. Puis ensuite, il y a des analystes qui ont commencé à donner des explications. Alors, on a beaucoup eu la jeunesse de la population, on a beaucoup eu d'autres manières de vivre en commun, la mémoire des anciennes pandémies aussi, comme Ebola, qui a fait que les gens ont des réflexes
plus évident ou voilà, plus ancré de réponse à des pandémies dans un contexte continental où il y a de toute façon beaucoup de pandémies qui restent très graves et très mortelles aujourd'hui. Mais ça a changé par la suite et puis avec la mondialisation, voilà, il y a des pics épidémiques et des conséquences catastrophiques par la suite, pas tout de suite, mais c'est vu très vite arriver, que ce soit en termes de gestion des pandémies ou voilà, de la crise dans les hôpitaux. Donc ça a ébranlé un peu nos certitudes aussi là-dessus. Oui, Sadio, ce que tu disais sur la surmortalité des Noirs, c'est vrai qu'on a quand même dans beaucoup de pays occidentaux des pays qui ont publié des données. Moi, je suis assez formé aux statistiques et à l'épidémiologie et j'ai été surpris de voir que très rapidement, enfin assez rapidement en tout cas, on a des données qui sont sorties, des données poliment appelées sociodémographiques, ethno-raciales, tout ce qu'on veut, montrer où la variable de race, elle a très vite été mise en évidence et ça devenait de plus en plus difficile pour la France de ne pas en parler parce que tous les autres pays, mondialement, en tout cas en Occident, en tout cas les pays anglo-saxons, en parlaient, c'est-à-dire que tu as des chiffres sur les Afro-Américains qui sont sortis aux États-Unis, tu as des chiffres sur les Noirs en Angleterre qui sont sortis. À un moment donné, la France, dans ce paysage-là, puisque c'était une épidémie mondiale, on a commencé à se dire, nous, alors qu'est-ce qu'on en dit? Très poliment, on parlait des migrants, comme d'habitude, en sociologie, on ne parle pas des Noirs, on parle des immigrations africaines, etc. Mais ça a quand même surgi en France, et moi, j'étais agréablement surpris, je me disais, là, quand même, on a l'air moins timide sur ce sujet-là. Je pense que c'était un peu une obligation aussi de la part de la France, parce que c'était un peu l'affiche. Comme par hasard, en France, on n'aurait pas ces chiffres-là. Après, on les constate partout. D'autant que ce n'était pas juste une question scientifique, c'était véritablement une question politique et ça a été politisé par des gens qu'on n'attendait pas forcément, puisque dès mars 2020, si je me souviens bien, mars-avril 2020, Anthony Fauci, le chef de la task force aux États-Unis, le médecin, l'épidémiologue en chef en gros de l'État américain en a parlé. Il a été immédiatement repris le même jour sur la même tribune par Donald Trump en personne, qu'on n'attendait pas particulièrement sur ce sujet-là, mais qui a immédiatement dit qu'effectivement les populations noires étaient les plus touchées par le virus, et singulièrement les hommes noirs, et que c'était un problème. C'est-à-dire que même Trump lui-même n'a pas pu s'abstenir de dire que la surexposition des populations noires à la mortalité par ce virus dans ce contexte-là était l'une des choses significatives à retenir. Ça n'a pas véritablement été retenu depuis. D'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on a un petit peu oublié cette question-là. On l'a ensevelie, enterrée sous beaucoup de questions. Mais comme tu l'as dit, ne serait-ce que discrètement, c'était quelque chose qui n'a pas pu être, négligé complètement par les Français, par d'autres pays européens. Tout simplement parce que ça a été immédiatement politisé. Brièvement, encore une fois, trop brièvement à mon sens, mais ça a été immédiatement politisé. C'était quelque chose qui était très présent dans l'expérience, dans la vie quotidienne des populations noires en Amérique pendant un certain laps de temps, en Amérique du Nord en tout cas. Et je pense que on gagnerait aujourd'hui, en tout cas c'est à mon avis l'un des buts de cette émission, à raviver la mémoire de ce moment politique-là, parce qu'à mon avis, c'est cette question-là, cette question de la surmortalité, de la surexposition des Noirs dans ces conditions-là, qui est certainement la question la plus importante de toutes celles qu'a soulevé cette pandémie, dans notre perspective panafricaine en tout cas. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé du fait que le confinement ou l'absence de confinement, etc., ça pouvait, s'apparenter à une sorte de cette stratégie dite de l'immunité collective, ça pouvait s'apparenter à une forme d'eugénisme, etc., ce qui moi m'a toujours semblé être une imbécilité sans nom. D'une certaine façon, c'était la stratégie du confinement elle-même était une sorte de stratégie d'eugénisme, puisque les travailleurs essentiels étaient envoyés au charbon. Parmi ces travailleurs essentiels, aux États-Unis, c'était essentiellement des Noirs. En France également, c'était essentiellement des Noirs.
C'est ça, en réalité, le véritable eugénisme. Dire tout le monde va être exposé au virus, c'est pas de l'eugénisme. Dire on va en choisir certains qui vont être obligés d'aller bosser pendant que les autres seront confinés, c'est ça l'eugénisme. C'est ça la sélection, c'est ça la sélectivité. Je veux dire, pour moi, et je suis pas fan de la stratégie d'immunité collective, surtout qu'on a vu que ça marchait pas très bien, mais cette espèce d'eugénie, cette sorte de sophisme qu'ont utilisé les États en disant oh, si vous faites la stratégie de l'immunité collective comme Boris Johnson au début, vous êtes des eugénistes, c'était tout simplement du bullshit, c'était une bêtise, c'était faux. Le confinement, c'est ça le véritable eugénisme. C'est ça le choix des gens qui vont être exposés au virus et de ceux qui ne vont pas être exposés au virus. En tout cas, c'est mon opinion. La forte mortalité noire, je dis que c'est une décrétion cruciale, mais en réalité, c'est même une question de santé publique. C'est-à-dire que comment se fait-il que des pandémies telles que celle-ci s'abattent aussi violemment sur la communauté mondiale? Comment ça se fait? C'est qu'il y a bien des inégalités, il y a bien un système mondial qui permet à des choses pareilles d'arriver. Et il y a beaucoup d'épidémies ou de pandémies qui sont devenues des catastrophes mondiales à cause du mauvais traitement des Africains à la base. Moi, je pense par exemple à l'épidémie de VIH. Elle n'aurait jamais été possible sans colonisation, par exemple. Ça, c'est très clair historiquement. Non, moi, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais à un moment au début, c'est-à-dire la gestion. Et surtout, ce qu'on remarque, en tout cas dans la surmortalité, et qui n'a pas été trop interrogé à mon sens, sur la surmortalité des populations noires en Occident, c'est la prise en charge de ces populations-là. C'est-à-dire qu'on interroge les raisons sociales, pourquoi ces populations-là se retrouvent surexposées. Donc voilà, parce qu'elles étaient au front, parce qu'on invoque aussi des raisons de santé. Mais en fait, on se pose peu la question de savoir comment, lorsqu'elles arrivent dans les services hospitaliers, elles sont prises en charge. Et là, moi aussi, quand on s'interroge, et ça a été, il y a même des chiffres qui sont remontés, on se rend compte aussi que ces personnes-là sont moins bien traitées. Il y a beaucoup de problèmes de gestion de patients et qui sont, cette surmortalité, elle aussi accolée à une mauvaise prise en charge et une mauvaise administration de soins. Et ça, c'est pas trop ressorti. Il y a vraiment les raisons sociales, oui, donc on les trouve dans les catégories les plus pauvres, les raisons de santé, notamment l'obésité, même si ça marche moyennement, parce qu'effectivement, si un Américain, un Afro-Américain sur deux est obèse, la population blanche n'est pas épargnée, puisqu'on est à 46%. Donc le faible écart entre sur l'obésité n'explique pas le grand écart sur la surmortalité. Donc on voit que ces raisons-là, en fait, certes, elles sont là, mais elles n'expliquent pas tout. Et là... C'est pas qu'un taux de contamination, c'est aussi la prise en charge. Tu parlais de gestion justement dans les pays en Afrique, où tu disais que voilà, il y avait ils avaient été mis en place une gestion de la pandémie, donc ils avaient une certaine mémoire de ça, mais au final, peut-être que les patients qu'ils accueillent sont traités comme des patients tout simplement. C'est ce que je veux dire en fait. Rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh my, time heals all, but you out of time now. Judge gotta watch us from the clock tower. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Said it's civil unrest, but you sleep so sound like you don't hear the screams when we catching beat down. Staying quiet when they killing niggas, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of privilege. Sicker than the COVID, how they did them on the ground. Speaking of the COVID, is it still going around? Won't you tell me about the looting? What's that really all about? Cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate. What, 40 million now? Killed a man in broad day. Might never see a trial. We just wanna break chains like slaves in the south. Started in the north end, but we in the downtown. Riot cops tried to block, now we got a showdown. Down. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. The bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie.
look how they do us. Knee on our necks, bullets in backs, stimulus checks, strictly for blacks. History repeating, people scared to eat a chicken. Everybody going vegan, what they put in it. Look at the world we living in, they got a shook in it. You go and you jog, then your color might get you took in it. The man in the mirror can't look away, you gotta look at it. Black lives matter, so what it means when they shoot at it. Generation genocide, what happened to Enterprise? Heard the man infiltrated, Black Panther re-energized, ain't nothing to figure out. They trying to kill us out. If I take a nail, see my fist, I'm a killer now. Just think, bullshit you gotta filter out. Are you really ready for the smoke like a Swisher House? Ready for the revolution, who ready to ride? It won't be televised, so tell me who ready to die. If downtown going up, where we at with the shits? We at the liquor store, nigga, about to get us a fifth. No, they about to start looting, grab the gloves and masks. Watch out for them tanks when they rolling past, shit. Never understand why they do it. Someone cut the channel off the news before I lose it. I ain't even tripping, if you with it, then we lootin'. Help me put this Louis in the back of Suzuki. Oh, he had to break it down so smoothly. They gon' say it's not about race, but we moving. Oh, pow, got the trade pound, had to put in my name. Wish a nigga play now. Any given day, I'll be headed to the pulpit. Say a little prayer, matter of fact, I need two of them. Ooh, only do it, only do it. Ooh, this ain't 92, so we in the new rules. Niggas got hips, so we don't lose the projects. About to hit Rodale with my little cousin Marcus. Someone threw a whole brick in the Neiman Marcus. Help me put the whole mannequin in the charger. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Ooh-wee. Lockdown, we ain't gotta stop. Cause they tell us to downtown. Where I got popped with the rubber bullet tray. Found, got it in my name now. I'ma shoot it. Lockdown, we ain't gotta stop. Cause they tell us to downtown. Tout simplement. C'est ce que je veux dire en fait. Moi, la question, elle est formulée en parlant d'analyse afrocentrée. Je pense que si on doit analyser quelque chose depuis l'Afrique et en mettant en parallèle en fait la situation des Africains en situation diasporique, donc les Africains qui ont été les plus exposés, ça reste ceux qui habitent en Occident et qui ont une position sociale déterminée, et celle de l'Afrique, c'est la question de leur inclusion, de leur exclusion dans l'humanité et dans le monde. Parce que si on décrète qu'on confine la population pour la protéger, et que les seules populations dehors sont noires, et qu'il n'y a aucun dispositif qui est vraiment mis en place pour les protéger, c'est qu'on considère de facto qu'ils ne font pas partie vraiment de cette population à protéger. Et de la même façon pour l'Afrique, c'est-à-dire si on développe que des outils de réponse au virus qui sont inapplicables en Afrique, c'est bien qu'il n'y a aucune réponse au virus qui est pensée en prenant en compte l'expérience africaine. C'est-à-dire comment on confine une mégapole africaine. C'est très difficile. Comment impossible ? C'est très difficile parce que le gros de la population habite dans des logements précaires, en général à cause d'un exode rural qui est dû à l'expropriation des terres et à l'exploitation des campagnes qui est faite par les multinationales, qui privent les populations de moyens de subsistance et qui les poussent, qui les envoient massivement vers les villes, qui créent ces ghettos-là. Donc c'est pas un outil qui est adaptable. Or, l'humanité occidentale ne développe que les outils qui ne sont pas applicables. Même le fait de développer un vaccin qui va coûter très cher, on le sait, c'est pas des choses applicables dans les pays du Sud. Et en particulier en Afrique, pour des campagnes massives où on n'a même pas d'accès médical aux populations bien organisées. C'est pas possible. Mais c'est là que j'ai une question justement. On est arrivé à un moment où on avait cette impression qu'en étant noir, on était plus protégé du Covid dans un pays africain qu'en Occident.
Vraiment. Et non, mais c'est vrai. C'est vrai, même dans les campagnes vaccinales, alors je sais pas, je parle pas de tous les pays d'Afrique, mais je parle du Sénégal, il y a eu des campagnes vaccinales assez tôt sur les populations âgées. Donc ils ont eu accès, moi j'ai la famille à moi âgée qui a eu le vaccin bien avant mes parents, ici en France. Tu vois, il y a une meilleure prise en charge. Et ça, ce qui fait que même avec des soins pas adaptés, des protocoles pas adaptés, tu t'en sors quand même mieux sur le continent qu'en contexte diasporique. Après, c'est pas totalement vrai en Afrique du Sud, comme c'est une population spéciale. C'est pour ça que je parlais. Je sais que les populations du Township, elles ont vraiment trinqué pendant le Covid. Puis c'est un pays plus connecté au monde. C'est ça, on en revient à la question de la mobilité. Ouais, c'est plus développé. C'est occidental un peu. L'Afrique du Sud, c'est un peu occidental. C'est une colonie occidentale. Parce que c'est quand même. Les marches noires, elles ont vraiment trinqué pendant le Covid aussi, sans parler continent. Ok, mais est-ce qu'une certaine présence n'explique pas? Non. Oui. Avec une position des Noirs qui est assez analogue à celle du reste des Noirs dans l'Occident. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment la question de la mobilité, elle est importante parce que même s'il y a beaucoup d'émigration en Afrique, même au niveau légal, les Africains n'ont pas le droit de se déplacer dans le monde de la même façon. Donc, pour être un vecteur, le vecteur vraiment du virus, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, c'est les Occidentaux. Et on voit que les réactions qu'il y a eu, par exemple, justement par rapport aux populations africaines, notamment en Chine, elles sont assez intéressantes. Les immigrés africains ont tout de suite été vus comme des boucs émissaires, puisque le pangolin en question, qui est censé être à la source de la pandémie, était issu du braconnage africain. Donc il y a tout de suite eu aussi cette association qui a été faite, où on voit que malgré l'origine chinoise du virus, l'Africain, dans certains, en tout cas dans quel que soit le contexte, qu'il soit occidental ou asiatique, reste quand même un support de fantasme, soit dans sa force, sa résistance supposée au virus, soit dans sa suspicion, sa saleté et sa propension à dispenser la maladie. Comme tu dis, les Africains ne peuvent pas se déplacer librement, ce qui n'a pas été le cas des autres. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas pu se déplacer librement et donc être les vecteurs, en plus ils n'ont pas su c'est là qu'on a vu l'intérêt d'avoir des États forts. Il y a eu peu de protection. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des vagues d'occidentaux qui sont venus frontières ouvertes en Afrique pour échapper justement, eux, aux restrictions de leur pays d'origine. Au final, ils se retrouvent un peu dans la même situation que les gens des Caraïbes colonisés, au final. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés tous les deux avec des frontières poreuses aux Occidentaux. Et c'est encore plus paradoxal dans des États qui sont censés être souverains. C'est sûr que ça, c'est... Tu parles de quoi? Au début, les Occidentaux qui allaient en Afrique pour... Beaucoup de gens qui ont des maisons de vacances là-bas qui sont partis... vivre leur best life. Bien sûr. Au début déjà, là où ça a choqué parce que il y avait vraiment des restrictions sévères sur le fait qu'on ne pouvait pas circuler librement, mais je pense que ça ne s'est pas arrêté. Ça continue. C'est-à-dire qu'on voit certains qui viennent pour échapper à la pandémie, aux restrictions, s'installer dans des pays du Sud, notamment en Afrique, parce que le télétravail, tout ça s'est développé. On peut vraiment travailler en distance. Je crois même qu'il y a une application qui s'est développée pour ça, pour permettre au cas dessus d'aller, parce que maintenant Uber c'est un petit peu trop, donc pourquoi pas aller au soleil en plus de ça et travailler à distance avec des propager le virus. C'est vrai. Je ne savais pas que ça allait aussi loin, c'était jusqu'aux applis pour organiser ça en fait. Ah oui, il y a vraiment, ça s'est vraiment développé. Ça a été critiqué quand c'est sorti. Du coup, ils ont un petit peu la publicité, c'est un petit peu calmé. Mais vraiment, il y a encore des sites qui proposent en fait, si tu veux, elles proposent de prendre en charge l'installation, le cadre, tout ça, voilà, et beaucoup en Asie du Sud, mais aussi en Afrique. Moi, c'est anecdotique, mais c'est vrai que dans mon île, ils ont carrément sorti un visa spécial pour expats.
pour capter un peu de devises étrangères. Donc c'est pour dire vraiment à quel point notre fiscalité elle est bancale, quoi. Ils ont sorti un visa spécial pour que les étrangers viennent se réfugier du Covid chez eux. Donc évidemment, il y a une quarantaine en arrivant, etc. Mais il y a des conditions de séjour qui sont impossibles à trouver ici, parce que l'emploi n'est même pas sur place, les impôts sont payés sur place. Il y a très peu d'avantages pour nous, à part qu'ils consomment sur place un petit peu pour manger, quoi. Au Sénégal, c'est pareil. Alors, il y a la quarantaine, mais encore une fois, c'est dans des beaux espaces, dans des beaux hôtels, et qui travaillent pendant ce temps-là. Qui est expose. Pour rappel, il n'y a pas besoin de visa pour aller au Sénégal quand on est français. Voilà. On s'y déplace comme on se déplace dans un département français. Avec juste une carte d'identité, on peut rentrer. Et puis, il faut dire que cette population qui va, si elle y va pour échapper aux restrictions, c'est justement pour ne pas les tenir. Et donc, pas de gestes barrières, pas de masque, pas de vaccin. Voilà, c'est vraiment... Mais c'est un bon écho de la colonie espace de liberté. Oui. Au final, on retrouve ça, en fait. C'est la colonie, un espace où on se réinvente, on va expérimenter une liberté sans limite. Sans limite, qu'on n'aura pas forcément en métropole. Non, c'est vrai que si on regarde les chiffres de surmortalité, ils sont effrayants. Mais c'est vrai que ça reste des histoires au début, avant ces chiffres-là. Je me souviens aussi, ça a été Norman le disait, ça a été politisé très tôt, notamment via les témoignages. On a eu, je me souviens, au début sur Twitter, des témoignages de personnes qui, au cours d'une semaine, avaient perdu 5 personnes de leur famille. Enfin, c'est effroyable. Et les chiffres confirment cela. On est en France à 88% de surmortalité pour les populations, alors on ne dit pas noires, mais Afrique subsaharienne, c'est pareil, par rapport au reste de la population. En Grande-Bretagne, on est à 90%. Alors, Norman disait qu'il y avait, d'abord, ça a frappé plus durement les hommes noirs. En Europe, il y a sur les chiffres en tout cas que j'ai vus, apparemment il y a une femme-homme, il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui est assez étonnant, puisque pour les autres, par exemple les Asiatiques du Sud, il y a la surmortalité sur les hommes en Angleterre est un peu plus importante que celle des femmes. Alors que lorsqu'on parle de la population noire, de la communauté noire, on retrouve à peu près le même chiffre. Je ne suis pas sûr que ce soit exploré, mais je pense qu'il faut peut-être réfléchir à ce que ça veut dire par rapport à notre exploitation. Je pense que il doit aussi avoir un rapport entre les postes occupés par les femmes noires. En fait, je pense qu'ils les exposent autant que les hommes. C'est les soignants. C'est ça. C'est chez les soignants. L'entretien et les soins. Voilà, l'entretien et les soins aux hôpitaux sont la plupart tenus par des femmes noires. Donc, en tout cas dans les grandes villes. Voilà, dans les grandes villes. Et d'ailleurs, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que les premiers têtes de cordée, c'était les hommes, les livreurs, ceux qui étaient en contact dehors du temps. Mais après, plus la population a commencé à affluer à l'hôpital et plus le premier cercle dans l'hôpital, c'est les aides-soignants. Bien sûr. Voilà, donc, les soignants ASH, tout ça. Voilà. Et pareil. Le personnel aussi. C'est vrai que les personnes EHPAD sont très... Et tous les personnels, on parle du personnel soignant, mais tout le personnel qui permet de faire fonctionner les hôpitaux et qui sont au contact des patients, les cantinières, celles qui font le ménage. Et ça me fait penser que ces personnes-là, au plus fort de la crise, quand il y avait peu de matériel déjà pour les personnels hospitaliers, il n'y en avait aucun problème. Protection. Elles avaient zéro protection. Ouais. Elles allaient faire le ménage sans gants, sans masque, dans la chambre de personnes décédées du Covid. Et en plus, ça s'était même pas applaudi. C'est vrai, on a pris des trucs. C'est vrai que même un geste symbolique comme inclure l'ensemble du personnel hospitalier dans les applaudissements, même un geste symbolique qui change rien, même les gens d'hospitaux ont résisté à ça. Non, mais il y a eu pire que ça. C'était les docteurs et infirmiers. Il y a eu pire que ça. Il y a une anecdote que j'ai lue qui m'a fait tomber. C'était justement une femme qui travaillait dans les hôpitaux. Qui faisait le ménage, qui disait que la population, de façon spontanée, ramenait la nourriture, des trucs comme ça, et qu'ils étaient exclus. Ah, mais ça m'étonne même pas. Qu'ils étaient exclus de ce partage-là. C'était dans la salle des profs. They got me jailbirds.
I can no more pretend. Don't scatter my defense. Little things for the end. I swear you go like me, girl. Can I be your man? A friend with no relent. Doing all the things you like. My temperature rising. You be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. Be my sugar, don't need no juice. Baby, loving you is a must, yeah. What have I done, girl, I have no clue. From a distance, girl, I'm feeling you. Steady on the grind, I be making moves. Cause I want satisfy ya. Cause you're my medicine. Cause you're my remedy, girl. When you wake up from morning, oh God, I go there by your side, no. Girl, we can never go wrong. Me no go use your body pill. No go use you do test wrong. I don't me, I no go do tell. You know it's you and you know. Nobody else can take your throne. Whenever you need, call my phone. I'll be your superman. Be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. Be my sugar, I don't need no juice. Baby, loving you is a must, yeah. What have I done, girl, I have no clue. From a distance, girl, I'm feeling you. Steady on the grind, I be making moves. Cause I want to satisfy you. Cause you're my medicine. Cause you're my remedy, girl. When you wake up from morning, oh God, I go there by your side, no. C'est même pas étonnant en plus. Hein. C'est réalité. Hein. Ça étonne pas, mais ça choque tout le temps. Oui. Ça choque toujours. Ouais. Après, un des indicateurs en France de la surmortalité des populations non blanches, c'était les cimetières musulmans qui étaient remplis pendant la première vague aussi. Qui avait tout un problème quand les frontières étaient logistique pour envoyer les corps au pays. Donc, ça a été un problème trop visible pour que l'État le cache. Ah oui, c'est devenu un problème de gestion. C'était un problème trop visible, mais en même temps, ça a été quand même des fois le problème qui a été mis en avant. Et moi, je me souviens d'articles où on parle de la surmortalité des musulmans, et qui a été importante, quand 3 lignes plus tard, on voit que la surmortalité des personnes noires est quand même beaucoup plus importante. Ça m'a toujours quand même fait un petit peu bizarre quand je regarde comme ça, comme si... Bah voilà, la hiérarchie raciale ne disparaît pas dans le traitement médiatique de la mort. Hein. Totalement. Parce que les personnes, des populations noires, et même asiatiques, ont quand même plus souffert de la surmortalité que les personnes dites musulmanes, quand on sait que de toute façon c'est une catégorie qui veut dire arabe. Après, ces états de fait-là, et le fait d'être absolument marginalisé dans l'expérience et dans le traitement de ce virus, ça a aussi animé en quelque sorte le débat intracommunautaire. Et je pense que justement, c'est cette confusion-là qu'il y a eu autant au niveau au pays de la soi-disant résistance au virus, tant sur place au fait qu'on soit complètement marginalisé de toutes les politiques de santé, ça a fait que nous, en tout cas, au sein de nos communautés, on a beaucoup animé le débat autour de ça. Mais ça a aussi créé une certaine tendance en défiance avec l'État, mais de trouver des informations par des sources alternatives. Je pense qu'il y a quand même, on a vu en tout cas une certaine pénétration tant de l'information que de la désinformation dans nos pays. Alors c'était assez hétérogène, mais il y a eu... Dans les pays d'origine, tu as dit ? Dans nos communautés, en tout cas culturelles. Ça allait autant des théories du complot récupérées de l'extrême droite jusqu'à trouver toutes les quelques semaines un nouveau remède dans la pharmacopée traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a vraiment été abreuvé d'informations assez hétéroclites qui viennent du pays ou qui viennent d'ici dans nos communautés diasporiques. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant quand même le fait que cette marginalisation elle a créé des questionnements et une espèce de dynamisme, de foisonnement de
circulation d'informations, mais pas toujours forcément ni vrai ni à notre avantage. Je dirais un peu comme tout le monde. Les anti-vax, c'est pas que à la population. Non, bien sûr. Voilà. Et contrairement peut-être aux autres, il y a une réalité derrière. Voilà, il y a quand même. On a beaucoup plus de raisons de défiance que les blancs en fait. Et puis même, de façon même immédiate, on a eu des prises en charge, encore une fois, très particulières. Et qui se sont ressenties tout de suite. Donc on ne peut pas demander à des gens d'aller dans les hôpitaux quand ils savent qu'une fois rentrés à l'intérieur, ils seront maltraités. C'est pas possible. Ils vont trouver autre chose. Et ça, c'est de la survie. Voilà. Oui, d'ailleurs, même les Blancs reprenaient un vocabulaire des luttes noires. On a vu des Blancs parler d'esclavage par rapport au vaccin, d'apartheid, de segregation. À quel point ça ne les concerne pas. Ils sont obligés d'aller puiser dans l'histoire des autres, finalement, pour inventer, fantasmer une oppression. Tous les groupes non noirs, en tout cas. Quand il s'agit de parler, non, mais c'est vrai. Oui, c'est un réflexe. C'est devenu. On est la référence de la souffrance et du traitement illégal. Après, moi je trouvais ça bien, cette défiance, mais. Au début, elle avait quelque chose que je trouvais intéressant, de conflictuel, mais je t'en prie. Après, c'est que les réseaux de complotistes d'extrême droite ont bien récupéré le truc et ça nous met quand même dedans. Quoi. Ça nous aide pas en fait. Mais ça n'a pas tout de suite été le cas. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé même au niveau international avec Madagascar, qui revendique avoir trouvé un médicament dans sa pharmacopée locale, c'était intéressant en termes de résistance d'un pays du Sud enfin, la centralité de la médecine de la pharmacologie occidentale. C'était quoi le... Moi, j'ai pas vu. Le président en fait avait dit avoir trouvé un médicament local à base de plantes locales contre le Covid. Et ça avait fait beaucoup de... Ça soulageait ou c'était vraiment du... C'était censé guérir le Covid. Ah, guérir. Et c'était quand même assez intéressant en tout cas à l'époque. Ça a créé un espoir qui était intéressant. C'est ça. Même symboliquement, je veux dire. Mais cette défiance, elle a quand même été nourrie, notamment en France. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on a quand même eu des chercheurs à heure de grandes écoutes qui ont parlé de prendre les populations noires pour, comme cobayes. Quand même, on était assez sous-représentés dans les victimes, en tout cas à l'échelle globale. Quoi. Quand même, à la télé. On ne pouvait pas avoir ça et ça ne peut pas demander. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui existe au quotidien. Je veux dire, l'Afrique est un territoire d'expérimentation depuis la médecine coloniale jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ce qui est normal. Enfin, ce qui est normal. Nous, ça nous choque, mais c'est des pratiques qui existent au quotidien dans une certaine indifférence. Exactement, mais ça a été ravivé et c'est normal que du coup, cette population-là va développer encore une défiance. Après, comme tu disais qu'aussi, il y a quand même une guerre de l'information, il y a beaucoup de choses fausses qui sont passées, il y a beaucoup de croyances qui ont porté aussi préjudice. Moi, je ne sais pas si je suis rassuré que des frangins et des frangines refusent de se faire vacciner par esprit de résistance. Enfin, il y a des choses quand même qui moi, me questionnent aussi sur jusqu'où on va dans le conflit avec ce que les gouvernements nous imposent. Est-ce que ça doit être au prix de notre propre santé? Là, on est dans des choses quand même assez complexes. Et Amel aussi, sur ce que tu disais par rapport aux alliances. C'est-à-dire qu'au début, on voyait que les idées fausses ou le complotisme, ils partaient quand même de références plus, je trouve, communautaires. Puis ensuite, tout ça, là, ça a été noyauté dans un mouvement global par l'extrême droite ou par, je crois qu'on pas forcément extrême droite, mais je crois qu'on appelle ça les hippies un peu là. New Age, composteur, un peu bizarre. New Age, voilà. C'est ça. Et ça aussi, politiquement, c'est dangereux parce que finalement, le lieu d'expression de la méfiance vis-à-vis des politiques de santé étatiques, c'est devenu des manifestations où on fréquentait des gens avec des idées tout autres. Dangereuses et pas forcément amicales vis-à-vis du peuple noir de toute façon. Ils veulent nous mettre dans des bateaux, ils veulent nous voir crever, mais ça, j'ai fait une de manifs comme ça à Grenoble, c'était assez baraque quand même. C'était quoi les... Enfin, ils nous proposaient de dire le protocole des sages de Sion pour comprendre le Covid, c'était ce niveau-là. Enfin, moi ça m'inquiète, c'est comme les vidéos YouTube soraliennes, quoi. Tu arrives là-dedans,
C'est happé. C'est une impuissance qui est dommage. En tout cas, je partage ton inquiétude, Claude, surtout qu'avec les politiques sanitaires qui sont mises en place, aujourd'hui, on se retrouve avec une frange de notre communauté qui est encore plus marginalisée qu'elle n'était déjà. C'est-à-dire le refus du vaccin, ça a des conséquences réelles, économiques réelles aujourd'hui. Il y a quand même des personnes dans notre communauté, il faut le dire, qui refusent de se faire vacciner et qui perdent leurs emplois. Parce que ce sont des emplois généralement de contact, surtout dans la restauration santé, dans la santé, le social, où elles sont surreprésentées et qui, du coup, se mettent vraiment en danger économique et s'enfoncent dans la pauvreté. Et ça, c'est vrai que je le constate surtout dans le social où je travaille et c'est inquiétant. C'est inquiétant que c'est pas leur allié des symbiotes qui vont les aider. Clairement, et puis ils n'ont pas les mêmes stratégies. C'est-à-dire que ils sont marginalisés, ils donnent des démissions quand d'autres se mettent en indisponibilité ou se trouvent des médecins complaisants pour donner des arrêts maladie très 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 longs. Oui. Tu vois, on n'a pas les mêmes systèmes d'ailleurs de résistance. Eux, leur conviction, l'appauvrissement est direct. Donc ta démission, c'est... Ouais, il y a la marginalisation économique, il y a aussi l'accès aux services, l'accès au divertissement. Si tout ça est conditionné par le pass sanitaire, ça fait quand même beaucoup après pour avoir accès à ces choses-là. Après, ça justement, c'est une question qui, moi, m'étonne, c'est que de toute façon, ça, ce sont des choses auxquelles on a peu accès quand on a un travail à exploiter. Je veux dire, regardez qui fréquente, ça dépend, mais quand même, qui fréquente les terrasses, Paris, les bars, qui fréquente le cinéma, qui coûte 15 balles par la séance. On parle pas de cinéma. Ça m'a fait beaucoup rire quand même, c'est vrai. C'est un truc je pense, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que le fait que certains des nôtres embrassent le discours anti-terrasse, ou de fait, vous n'étiez pas accepté, les gens, je vous le dis direct. Ça m'a fait beaucoup. Non, mais c'est ça, il faut revenir sur l'historique quand même un petit peu des mesures sanitaires. Au début, c'était pas sanitaire. Justement, je pense qu'elles ont pu adhérer parce que de toute manière, elles étaient exclues comme tout le monde. Dans notre communauté, le fait qu'être anti-terrasse, ça donnait peut-être presque un sentiment d'égalité. C'est là où c'est devenu problématique, c'est effectivement quand ça a touché le travail. Je pense que justement pouvoir aller manifester parce qu'on se retrouve avec une population qui est, comme vous, se retrouve interdit des espaces justement de divertissement où vous n'étiez pas toléré, ça pouvait même donner cet esprit de allez, on est tous pareils. Mais... Alors que non, quand on regarde le développement de la chose, pendant les mesures de confinement, on était à la fois la population qui était obligée d'être dehors, concrètement, massivement, et à la fois la population du coup qui était le plus soumise à des contrôles de police. Et on a vu comment ça s'est manifesté, on a vu dans quel département il y a eu le plus d'amendes, qui sont déjà les départements qui étaient les plus policiers de base. Donc du coup, en fait, on se retrouve aussi dans un truc où il n'y a pas toujours eu de front commun. Parce que quand ça se passait comme ça, là, d'un coup, il n'y avait pas de front commun de soutien des gens qui prenaient les amendes. Ça se passait pas comme ça. Je suis obligé de rebondir sur ce que tu dis à propos des amendes. Il y a quand même des situations de surendettement de ces populations-là qui sont nées de cette situation. Il y a des personnes qui se sont retrouvées surendettées parce qu'elles devaient être dehors lors du Covid. Non seulement on était la population qui devait être dehors, mais on a été réprimandé pour ça et stigmatisé. Comment tu fais quand tu travailles au noir, sans papier, et que tu es allé au travail et que tu ne peux pas te produire une preuve d'emploi? Voilà, c'est fou. Ce que je veux dire, c'est que même dans la surmortalité, avant de pointer du doigt la gestion, la prise en charge, on a pointé le fait que pour des raisons culturelles, indisciplinées, d'indiscipline, on serait plus dehors. Alors que quand on regarde les chiffres, les données, les conséquences, il n'y a aucune indiscipline, puisque ces personnes-là, ce sont des personnes qui sortent pour aller travailler. C'est un fait. Feeling you.
and a vacancy. Last time, see up on FaceTime, chatting up the place, bout in our relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my person on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. I better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal with the bagel and talking. Me nothing now, we are chilling in an apartment. Hope you don't mind me asking, where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch road. Mommy, me gonna start, pull up in a fast car, yeah. I know fast start, make you want the fast part, yeah. I know you're feeling me. You know I'm feeling you. So what now we for do, yeah. Say you want travel, we go Hope Valley. Say you hope in your love and not just no tally. Make my heart full of some, I love you totally. Do my own thing, I'm in no trouble, nobody. I'm watching out for the party out. And they didn't hear but them I watch me now. Swing on me no miss like Pacquiao. What you feeling for hot coffee out? What you know? All you want talk but how much money? Yeah, anything you want, coffee got the money. Yeah, me give you my heart, make you take it from me. Where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch road. Where we go, road. Mommy, me gonna start, pull up in a fast car, yeah. I know fast start, make you want the fast part, yeah. I know you're feeling me, baby. You know I'm feeling you, baby. So what now we for do, yeah. Baby, are you feeling me? Cause I'm really feeling you. Baby, are you feeling me? Cause I'm really feeling you. I'ma pull up in my fast car. C'est un fait. Il y a aussi 12 morts aussi en 2 mois, premier confinement. Ouais. Combien 12 morts en 2 mois violences policières. de violences policières aussi. Ça a été Ouais, un scandale. énorme. On en Chaque parle très semaine peu. sur Twitter, il y avait. On en parle très peu, mais c'était vraiment un scandale. Il y a eu presque, je crois, 16 ou 18 morts et blessés. Grave. 12 morts dans des contextes où. Contrôle policier. Contrôle policier. Ah, mais c'était là, ils sont lâchés. Hein, arbitraire, alors qu'on a eu quand même des flash mobs de personnes mais c'est vrai qu'il y a eu dansé. Qui allaient danser dans des parcs fermés. Ouais, dans le 17e, dans le 16e. Qui se sont fait à peine, je crois même. Grondé. Pas d'amende, hein. Ni amende, et je crois que dans certains cas, la police ne s'est même pas déplacée. 3 rues plus loin, marché où les gens vont bosser, 10 000 flics. Mais du coup, en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, on est quand même beaucoup plus concerné dans les espaces de travail qu'on l'est dans l'espace de loisirs. Après, par rapport au taux de vaccination, au début, il y avait clairement une inégalité dans la vaccination. En termes de quand on regardait les cartes d'Île-de-France notamment, on repérait très vite les quartiers où les gens étaient vaccinés plus que d'autres, etc. Ce qui dessinait un peu la carte des quartiers riches et des quartiers pauvres. Là, les 93, par exemple, il a rattrapé son retard, etc. Enfin, on arrive à des choses plus égales maintenant qu'on pouvait constater au début de l'été ou au milieu de l'été. Mais pourquoi ? Parce que là, il y a vraiment eu, je pense, des campagnes de prévention, d'explication. Moi, je me souviens, lors des premières campagnes de vaccination, on devait, un truc tout simple, les personnes qui étaient à risque devaient être les premières à bénéficier de ce vaccin. Et donc, les services publics devaient les repérer, les contacter et les amener à se faire vacciner. Il y a eu très peu de personnes immigrées qui ont été contactées directement. Pourtant, elles sont dans les listes. Mais elles n'ont pas été contactées. Et c'était assez drôle à voir, en fait très triste, de voir que dans certains quartiers, parce qu'il y a quand même eu des campagnes, on n'a pas pu faire en sorte qu'il n'y ait pas des centres de vaccination dans les quartiers, la population qui attendait sa dose n'avait rien à voir avec la population qui y habitait. C'est-à-dire que j'ai jamais vu, dans certains quartiers, j'ai jamais vu autant de blancs, pour le dire cash, je le dis. Et quand on
Ils venaient d'où ces gens alors? Mais ils avaient été sollicités justement. Ils avaient été sollicités par les agents. C'est pas les locaux blancs parce que non. Non. En tout cas, lorsque j'ai accompagné mon père qui était censé être une personne à risque, déjà on a dû, nous pour notre part, solliciter. On n'a pas été, il y a eu aucun contact de leur part. Et quand je suis arrivé, je vais me poser un peu des questions. Alors bon, ça c'est plus mon exemple à moi, mais tous ceux de l'accueil à qui j'ai demandé avaient été contactés. Et lorsque j'ai demandé, Je savais même pas parler. alors j'ai été contacté par plusieurs, ou directement par, comme c'était des personnes avec diverses pathologies dirigées par leur médecin traitant, ou appelés par les services de la mairie, ou appelés effectivement par des services, vous avez jamais entendu parler, ils ont reçu un appel, voilà. Et lorsque j'ai demandé à la dame d'accueil pourquoi on n'avait pas été contacté, et sûrement, on n'a pas, les listes ne sont pas à jour. Voilà. Pas à jour, mais que pour les Noirs. Voilà, je ne sais pas quel genre de liste elle avait. Après, il y a aussi la question de l'accès aux soins. Je veux dire, si le reste de l'année, l'accès aux soins n'est pas bon pour une communauté, il y aura forcément une latence dans la distribution d'un vaccin. Si les hôpitaux sont en sous-effectif et par rapport à la taille de la population, je pense que l'hôpital de Saint-Denis, tous les habitants de Saint-Denis te diront qu'aller aux urgences là-bas, c'est compliqué. À la Fontaine, c'est chaud. C'est très compliqué. Parce qu'il y a aussi cette disparité-là qui existe, que notre accès aux soins, la concentration de médecins au kilomètre carré ou par nombre d'habitants, elle n'est pas la même. Et ça va forcément créer des latences. Si on est moins médicalisé au quotidien, on sera fort. C'est comme la même chose avec la police. C'est-à-dire que les conditions de vie pré-Covid, elles existent pendant le Covid et elles influent sur autant les politiques pour résister au vaccin que sur la mortalité. Bon, ce qui m'étonne dans ces récits, si je réfléchis à la différence entre la manière dont visiblement ça se passe en France, j'ai pas vu de mes propres yeux ce qui s'y passait, mais à vous écouter, la différence entre la manière dont ça se passe en France et les États-Unis, c'est le niveau de bureaucratisation de la situation française qu'ils ont appliquée. Pour se faire vacciner aux États-Unis, n'importe qui peut y aller, n'a absolument aucune pièce d'identité à présenter, absolument aucune preuve de rien. Si vous êtes un travailleur sans papier, vous pouvez très bien vous faire vacciner. Vous allez avoir votre preuve de vaccination, un point c'est tout. On ne vous demande pas de décliner votre identité. D'ailleurs, il y a des gens aux États-Unis qui n'ont aucune pièce d'identité du tout. C'est bien possible d'en avoir combien même on aurait la nationalité en principe. Cette histoire en Europe de passe sanitaire, c'est une petite partie de la manière excessivement bureaucratique, je trouve, dont toute la crise a été gérée, qui fait partie d'une certaine conception de la citoyenneté, visiblement. C'est-à-dire que tout ça fait partie aussi d'une façon de hiérarchiser ceux qui sont citoyens et ceux qui ne le sont pas, et aussi de capturer les citoyens par le droit, de pouvoir les contrôler, de pouvoir les gérer, les tracer. Et je pense que certaines réactions, un certain nombre de réactions, un certain nombre de rejets de ce genre de politique sont visiblement liés à tout cet ensemble, au fait que aussi bien le vaccin, aussi bien le pass, chacun de ces éléments est une pièce d'un élément plus large qui est cette logique bureaucratique, qui est cette logique, disons, d'appréhension, de valorisation et en même temps de contrôle des citoyens, qui font que aussi bien les citoyens qui sont appréhendés comme étant devant être contrôlés, aussi bien que ceux qui ne le sont pas, qui sont discriminés, qui sont, chassés, traqués, discriminés et violentés par la police, subissent des amendes. Chacun, d'une certaine manière, a l'impression qu'ils ont des intérêts en commun, qu'ils ont de bonnes raisons de se révolter ou d'attaquer l'État. Le problème, c'est que tout ça efface un petit peu la question raciale, qui est la question certainement sous-jacente, mais extrêmement importante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette question de la surmortalité est très importante, parce que elle n'apparaît pas d'emblée dans notre expérience comme ça, dans notre expérience immédiate du face-à-face avec l'État, mais c'est la réalité sous-jacente, c'est la réalité un peu silencieuse
de tout cela. La question de la citoyenneté, c'est la question du contrôle social. C'est juste la partie la plus visible de l'iceberg, mais en même temps, je pense qu'il est bon qu'on se rende compte que tout ça ne va pas de soi, que c'est un choix politique, et que c'est un choix politique, à mon avis, éminemment contestable, et à tous égards extrêmement déplaisant à vivre. La dimension raciale, elle est quand même beaucoup plus visible dans des territoires comme les Antilles françaises, où on a pu observer un peu de là où on est. Tu parlais de bureaucratisation. C'est vrai que Macron a fait des choix. Macron a fait des choix que de toute façon qui ne pouvaient que générer de la méfiance. C'est-à-dire qu'il n'a pas sollicité la société civile, il n'a pas sollicité les choses qui existaient déjà en termes de démocratie sanitaire, un temps soit peu qui pourrait pas exister, mais en tout cas, c'est peu des décisions très descendantes, très on va faire comme ça. Et c'est vrai qu'aux Antilles, ça s'est beaucoup cristallisé, cette méfiance autour de l'Agence régionale de santé, donc de l'ARS. Donc, toute cette méfiance, finalement, était beaucoup plus visible parce que on avait vraiment cet interlocuteur administratif par exemple, la méfiance vis-à-vis des touristes comme agents pathogènes. Et très tôt, les Antillais sont méfiés des flux de population touristique qui pouvaient arriver. Je me souviens par exemple du paquebot Costa qui avait été maintenu au large, évidemment. Les avions aussi empêchés de débarquer. Évidemment que ça faisait longtemps qu'ils étaient prévus, mais là, c'est la semaine même ou le jour même qu'on se dit « Oh, mais en fait, non, ils ne vont pas accoster ». Donc évidemment que c'est parce que c'était la pression populaire qui avait fait en sorte qu'ils n'accostent pas. Effectivement, il y a eu des petits soulèvements anti-touristes aussi, parfois un peu violents dans les aéroports, etc. Donc on a vu que ça a été très vite. Après, je ne sais pas si on peut dire que la dimension raciale va de soi dans le virus. Je pense que la tension coloniale, elle s'est cristallisée, mais après, la dimension raciale du virus aux Antilles, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a tout un tas de raisons historiques et politiques qui font que, de toute façon, il y a une certaine forme d'antagonisme ou de tension entre une tendance nationaliste qui existe par vagues qui traverse la société martiniquaise et les intérêts de l'État. Oui, d'ailleurs, je me souviens, au début, la question du Covid a été beaucoup symboliquement liée au chlordécone. C'est-à-dire qu'au début, on faisait tout de suite le lien entre la mauvaise gestion la mauvaise gestion, c'est poliment dit. On faisait tout de suite très vite le lien entre le scandale du chlordécone et le Covid, et ça a tout de suite été lié de cette manière-là. Et je me souviens aussi d'images qui ont circulé du carnaval. Il y avait des carnavals étaient beaucoup liés. Il y avait beaucoup de choses sur le lien entre le Covid et le chlordécone à ce moment-là. Et je me souviens d'une pancarte d'une fille qui disait « Je ne peux pas avoir le Covid, j'ai déjà le chlordécone », ce genre de choses. C'était assez significatif à ce moment-là. Je pense par exemple au fait que imposer un pass sanitaire dans une population qui est marquée dans son inconscient collectif par les lois sur le vagabondage, donc par la production de documents de preuve d'emploi pour avoir le droit de se déplacer dans l'espace, ça suscite des réactions particulières. De la même façon qu'on peut peut-être remettre en question le fait que ce soit notre accès au cinéma, au restaurant qui fasse qu'on s'engage contre le pass sanitaire, plutôt que l'expérience du contrôle au faciès, qui est peut-être un précédent qui va nous marquer d'une façon qui peut créer une opposition avec le pass sanitaire. Donc je pense que ce qui manque peut-être aussi dans nos analyses, dans les analyses populaires qu'on a sur ces sujets-là, c'est une vraie généalogie des politiques de contrôle de population qui soit centrée sur notre histoire noire en contexte colonial français. Parce que si on avait ces analyses-là, si on avait des organisations communautaristes ou politiques qui avaient les moyens de mobiliser cette mémoire-là pour cristalliser nos résistances, du coup, on aurait une résistance qui serait plus autonome
intellectuellement, politiquement, et on aurait peut-être des mouvements qui seraient plus centrés sur nos intérêts propres. Là, en Martinique, on a cette histoire qui marque les gens et qui crée des résistances très fortes à l'État. Il faut quand même rappeler que contrairement au mouvement anti-pass français, l'État est systématiquement traité de colonialiste. Donc on ne peut pas faire une analogie complète entre le mouvement anti-pass et anti-vaccin en Martinique et en Guadeloupe et celui qui existe en France. Ils ont quand même des caractéristiques propres. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. On va tous mourir. Hollande, coronavirus, science-fiction, cabine réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma salle sous contaminé. Pas bon moi la main, pas fait moi la bise. Moi t'es pour partir de même, moi t'es fait les valises. On va tous mourir. Pisaka empiré. T'es y'a qu'à ça, t'es confiné. Basta la dangereux. Eh, alors mon gars paniqué, qu'à tweeter, y'a qui ça qui t'ini, yo j'étais tourisme visité. Mais les autorités sans hésiter, préférez éviter car mondial est la crise. Coronavirus, science-fiction, cabine réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde l'a confiné. Je te fais pas la bise, ma salle sous contaminé. Je te fais pas la bise. Coronavirus, science-fiction, cabine réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde l'a confiné. Je te fais pas la bise. Je te fais pas la bise. Comme on a gagou, oui, qu'on a grippe. Better run quick. À Paris, match football qu'a joué sans public. Macron, président de la République. Pas de panique, masque, pichel, hydroalcoolique. Pour conclure cette discussion, un des membres de l'équipe revient sur une idée qu'il aimerait approfondir afin de partager avec vous ses pistes de réflexion. C'est le mot de la fin sur la question noire. On a évoqué à plusieurs reprises la question migratoire durant notre conversation. S'il est vrai que c'est l'autre qui transporte le virus, il est important d'observer comment les contextes politiques ont influencé les décisions prises en matière de restrictions migratoires dites sanitaires. Le variant Omicron vient d'être détecté et identifié par des équipes scientifiques sud-africaines. Les réactions qui ont suivi furent assez intéressantes. Les médias français l'ont vite qualifié de nouveau variant sud-africain et les États-Unis ont quant à eux fermé leurs frontières à une dizaine de pays africains. L'Afrique du Sud, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Zimbabwe, l'Angola et la Zambie. Pays dont seulement 2 ont recensé des cas avérés du dit variant. Pour commencer, il est important de rappeler plusieurs choses concernant l'Afrique du Sud. Ce pays mène une lutte acharnée contre le sida et la tuberculose qui sévissent de façon particulièrement violente chez les populations noires. Ces populations, qui ont su obtenir la fin de l'apartheid officiel grâce à une lutte acharnée, n'ont pas pour autant obtenu la refonte totale d'une société bâtie sur l'expropriation terrienne, la violence et l'exploitation coloniale. Une grande partie de la population vit aujourd'hui encore dans des townships où l'accès à la médecine demeure, comme le reste des conditions de vie, déplorable. Malgré la constitution d'une classe moyenne et bourgeoise indigène, les propriétaires terriens et autres grandes fortunes blanches ont préservé l'essentiel de leur pouvoir économique ainsi que leur patrimoine. C'est précisément ce contexte qui explique la prévalence de ces virus sur place. Les conditions matérielles de vie influençant là-bas comme ailleurs la vulnérabilité à la maladie. C'est grâce à la vigilance aux épidémies et aux équipements et moyens dont s'est doté l'État pour l'exercer, bien avant l'apparition du Covid, que ce variant fut identifié en Afrique du Sud. Rien ne prouve pour l'instant qu'il soit particulièrement sud-africain ou que l'Afrique du Sud soit son principal terrain de circulation. Ces informations sont très largement disponibles et d'ailleurs rappelées par les autorités sud-africaines elles-mêmes. Mais que vaut cette parole au milieu des réactions occidentales ? Le fait est que la peur de la contagion est souvent accrue lorsqu'elle est associée aux Noirs. On a évoqué par exemple pendant l'émission l'expulsion violente qu'ont vécu des étudiants et immigrés africains vivant en Chine au début de l'épidémie car ils furent associés aux pangolins, braconnés en Afrique puis importés jusqu'au fameux marché de Wuhan, et vecteurs supposés du virus. Mais je pense qu'il est important de revenir sur un épisode encore plus significatif, celui d'Ebola. En octobre 2014, l'Australie et le Canada ferment leurs frontières à la Guinée, au Sierra Leone et au Libéria. En novembre 2014, on compte alors environ 16 000 cas avérés d'Ebola dans la région et 5 689 morts du virus. Or, depuis leur institution, lors de la Conférence sanitaire internationale de 1851, les mécanismes visant à mettre en quarantaine certains pays pour limiter la circulation d'une maladie, dont disposent les organismes de santé internationaux, sont très réglementés. Aujourd'hui, pour les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, l'application de ces mécanismes est conditionnée par l'émission préalable de sa recommandation. L'Australie et le Canada, tous deux membres de l'OMS, ont donc violé ce principe, n'étant pas censés pouvoir les appliquer de leur propre chef. Cette maladie a eu des conséquences désastreuses en Afrique, avec un taux de mortalité de 60 à 70% pour les malades.
Mais il est important de signaler que la cause de cette surmortalité fut surtout la pénurie de moyens et de main-d'œuvre. La faiblesse des infrastructures et des systèmes de santé étant elle-même due principalement au contexte politique néocolonial où l'État et les dirigeants servent plus de partenaires à l'exploitation étrangère, de la main-d'œuvre et des ressources qu'aux intérêts vitaux du peuple. Cette situation fut d'ailleurs aggravée par les politiques d'ajustement structurel imposées par les créanciers des États africains qui ont achevé de délabrer le service public de ces pays et par la même occasion ouvert la voie aux ONG occidentales qui, dans la continuité directe de la médecine coloniale, continuent d'imposer leur vision et leur agenda aux populations africaines en matière de santé. A l'inverse, aux États-Unis par exemple, sur les 11 cas diagnostiqués, seulement 2 morts, parce qu'ils avaient été rapatriés à un stade avancé de la maladie. Notons par ailleurs qu'à l'époque, il n'y aurait eu statistiquement que 3 à 4 cas potentiels qui eurent pu quitter la région par voie aérienne chaque mois. Autant dire que l'ensemble des mesures aujourd'hui pratiquées dans les aéroports auraient largement suffi à protéger les pays auteurs de ces restrictions. Pourtant, c'est bien l'Occident qui fut l'un des principaux vecteurs ou propagateurs d'épidémies au cours de l'histoire, quand bien même il se targue d'avoir mis fin à un certain nombre d'épidémies grâce à sa médecine moderne. C'est en effet le colonialisme et l'extrême mobilité des populations occidentales qu'il a engendré qui a permis l'avènement des premières pandémies mondiales, causant dans certaines régions, notamment aux Amériques, l'extinction quasi totale de certains peuples natifs. On peut aussi mentionner l'épidémie d'hépatite C, répandue dans le sud Cameroun par négligence des protocoles lors de plusieurs campagnes de vaccination durant la première moitié du XXe siècle par les autorités coloniales en place. Aujourd'hui encore, il est avéré que ce sont toujours les populations occidentales qui ont la plus forte mobilité et sont donc encore centraux dans la propagation des virus. C'est donc en Occident qu'on dénombre le plus de morts du Covid, les États-Unis en tête, suivis de près par des pays intermédiaires comme le Brésil ou le Mexique, dont les élites bourgeoises sont tout à fait occidentalisées, souvent blanches et tout aussi intégrées aux affaires et au tourisme. Ce sont néanmoins les pays africains qui continuent d'être sujets aux interdits migratoires les plus arbitraires en situation pandémique, ainsi que les pays asiatiques. Cette peur de la contagion n'est pas anodine et s'adosse au contexte xénophobe et raciste ambiant, dominant actuellement en Occident. La contagion est au cœur de l'imaginaire suprémaciste blanc et conditionne ces fantasmes phobiques concernant les peuples du monde. Car si le projet colonial disait vouloir essaimer la civilisation à travers le monde, celle-ci a toujours tout mis en œuvre pour préserver une distance sanitaire avec les peuples dominés, les maintenir en quarantaine via des réserves dans les colonies et des ghettos dans les métropoles, tout en les exploitant à outrance. C'est donc en pleine conscience de cette histoire qu'il faut lire les réactions face aux variants nommés Omicron, car elles adviennent dans un contexte où la France, par exemple, est dominée par l'imaginaire de la contagion culturelle islamique, ainsi que le fantasme de la contagion démographique dans laquelle l'Afrique a aujourd'hui largement supplanté l'Asie. Dans le but de nous protéger, de guérir nos pays et nos communautés du mal colonial dont nous sommes toujours affligés, il nous incombe à tous de nous organiser pour propager le plus possible nos idées et notre histoire, pour réveiller enfin la fièvre révolutionnaire qui a pendant longtemps caractérisé nos trajectoires politiques, à l'image de ce que font nos frères au Niger, au Burkina ou en Guadeloupe. Ce moment doit nous rappeler encore l'urgence qu'il y a à travailler ensemble vers la rémission complète, à savoir la libération totale du joug politique et économique occidental et le renforcement du projet panafricain de sorte que tout Africain sur Terre soit immunisé et protégé de l'exploitation coloniale et de la violence raciste.
excellent spell for this.